l'ont fait. Voilà. Salut, salut. Si la musique est trop forte, faites-moi signe. Voilà. Ça va commencer. Donc un petit tuto sur comment créer une partie de Roll20 assez simple. Voilà. Assez, salut, salut. Assez facilement. Si la musique est trop forte, faites-moi. Et puis surtout en préparant éventuellement les sessions à venir avec quelques petites astuces. Et puis on va voir comment régler rapidement quelques jetons. Comment drop des cartes depuis une bibliothèque qu'on va se créer dans Roll20 directement au fur et à mesure. Et puis éventuellement voir comment ensuite, une fois qu'on aura préparé une planche de jetons à l'avance, on va pouvoir les utiliser sur toutes les maps de la partie. Salut Xartanis, merci, la musique c'est moi, hein, parce que je veux pas avoir de problème de droit d'auteur, donc c'est moi. Oui, donc je disais comment utiliser des jetons qu'on a préparés à l'avance de manière à pouvoir les drag and drop un peu partout pendant la partie sur les différentes maps, sans avoir à chaque fois à régler les jetons manuellement. Voilà. Je fais une petite gorgée de café. Voilà, c'est fait. Et puis on va se lancer. Alors bien sûr, il faut avoir quand même une idée du scénario que vous voulez avoir. Alors moi j'ai une idée simple qu'on va découper en 3 scènes de manière à avoir une petite idée un peu de ce qu'on veut faire. Donc le scénario va être simple. Dans un petit village de gnomes, les aventuriers sont embauchés pour aller voir ce qui se passe du côté des mineurs nains qui malheureusement n'ont pas livré le métal qu'ils devaient livrer en temps et en heure au village. Et donc voilà, donc il y aura 3 scènes. Il y aura la scène de rencontre avec les gnomes dans le village gnome. Une scène où les joueurs vont donc rencontrer le camp de mineurs et voir ce qui se passe sur place. Et ensuite une scène à l'intérieur de la mine. Alors on va commencer par créer la partie, tout simplement. Hein. Alors il est un peu tard, hein, Roll20 à cette heure-ci. Il s'est bouché aux États-Unis, donc c'est toujours un petit peu lent sur certaines actions. Donc cette partie, on va l'appeler les mineurs. Voilà, les mineurs perdus. Ce sera pas mal. Voilà. On va choisir un type de jeu. Alors, on n'est pas obligé de choisir un type de jeu quand on crée une partie sur Roll20. Le mieux quand même, c'est de choisir un jeu sur lequel vous allez avoir une fiche qui peut être efficace si vous n'avez pas envie de coder la vôtre.
et qui va nous permettre aussi un petit peu de pouvoir régler les jetons et certains paramètres de jetons, etc. Donc pour notre exemple, vu qu'on est sur de l'Heroic Fantasy, je vais faire simple, je vais prendre du Pathfinder. Alors pourquoi Pathfinder? Déjà parce que c'est un jeu auquel je joue beaucoup. Ensuite parce que la fiche qu'on peut utiliser dans Roll20, c'est une fiche avec un caractère Mancer. C'est-à-dire que une fois qu'on appuie sur ajouter un personnage, l'encart qui s'ouvre nous permet de créer le personnage pas à pas en faisant simplement des clics et des sélections. Donc j'ai choisi ma fiche Pathfinder, j'ai une prévisualisation de ma fiche, j'ai mis un nom à ma partie. Alors je pourrais mettre des balises pour qu'elle soit plus vite trouvée si je veux qu'elle soit dans la liste de recherche des parties. C'est pas forcément ce que je veux faire, donc je vais pas le faire. Je vais simplement cliquer sur j'y suis prêt, créons la partie, et voilà. On arrive donc sur notre feuille d'introduction. Alors, ce qu'on peut faire déjà pour présenter, c'est éventuellement aller mettre un petit fichier sympa pour décorer. Donc, bon, moi, je vais mettre le logo de la chaîne. Voilà, le temps qui charge. Hop, hop. Ça prend toujours un petit peu de temps, hein. Le temps qu'il normalise le fichier, etc. Voilà, on arrive sur la fin. Ok, donc j'ai mis un petit logo histoire que ma page de présentation elle soit un peu plus cool quand mes joueurs arrivent. Je peux rajouter éventuellement mon système également ici pour qu'ils sachent à quoi ils vont jouer. Et puis si j'ai une petite description, on va mettre enquête et exploration. Ça suffira amplement pour savoir déjà à peu près à quoi on va jouer. Alors bien sûr, on peut mettre de plus amples détails, on peut mettre un petit résumé de la partie, un petit résumé de l'univers pour les gens qui connaissent pas. Là, c'est pas le but, hein. Le but, c'est pas forcément de vous montrer comment taper du texte, ça je pense que tout le monde le sait. Mais c'est de voir. Donc, on a notre titre, on a mis une petite image pour illustrer, on a mis le système de jeu qu'on utilisait, on a mis une petite description de la partie, enquête et exploration. Je pense que c'est pas mal. Et là, forcément, on serait tenté d'appuyer sur lancer la partie. Mais non. Pourquoi? Parce que si vous lancez la partie, vous allez directement rentrer dans Roll20 avec les paramètres par défaut. Et malheureusement, il est paramétré par défaut pour la 4e édition de Donjon, ce qui est déjà assez grave en soi. Les gens qui me connaissent savent à quel point j'aime la 4e édition de Donjons et Dragons. Et puis non, donc on va pas lancer la partie tout de suite, on va d'abord aller paramétrer, et pour ça on va aller dans le paramètre, et puis on va aller dans paramètres de jeu. Alors vous avez vu que j'ai d'autres options, parce que j'ai un compte pro, donc j'ai la possibilité de mettre des scripts API, j'ai la possibilité de mettre de la lumière dynamique, mais c'est pas ce qu'on va faire. Alors on va rester sur une partie privée, là on a le choix de se mettre en partie publique ou partie privée. Puis partie publique, c'est-à-dire que vous allez apparaître dans la liste en partie, et des gens extérieurs peuvent demander à rejoindre votre groupe. Ok, on peut mettre une image de fond. Il y en a qui sont proposées de base. Si vous voulez, on va mettre la Magic. Ah, elle est bien sympathique. Est-ce qu'on arrive à la sélectionner? Voilà, on arrive à la sélectionner. Ok. On peut permettre aux joueurs d'importer leur personnage depuis d'autres parties. Si eux, ils ont un coffre, hein, une vault pour mettre leur personnage. Bon, là, c'est pas le cas. La partie qui nous intéresse, c'est ça, c'est paramètres par défaut de la partie. Alors pourquoi? Parce que ici, je vais pouvoir gérer les hauteurs et largeur minimum de ma map, de ma grille, hein, de ma map. Je vais pouvoir gérer la façon dont je veux que ça soit échelonné. Je vais pouvoir éventuellement gérer les vieilles options de brouillard, etc., chose que je ne ferai pas là, puisque je n'utilise jamais, j'utilise toujours la lumière dynamique, et là, en l'occurrence, pour notre exemple, je vais essayer de travailler sans lumière. Et puis, à côté, on va pouvoir gérer un peu nos pions. Alors, je vais commencer par la map. La map, je laisse toujours en défaut par 25-25. Souvent, les maps, vous verrez, la plupart du temps, elles sont carrées, mais on peut trouver des maps qui soient sous d'autres formats. Je préfère travailler toujours sur le format 25-25 par défaut. C'est assez simple, c'est un bon format, notamment pour Pathfinder, Starfinder, Donjons et Dragons, parce que ça laisse quand même pas mal d'amplitude pour gérer des portées, pour gérer de la vision, pour gérer pas mal de choses, ça évite d'avoir des maps trop réduites. Le fond, je vais le laisser, je vais le mettre en noir. J'allais dire je le laisse noir, mais en fait non, par défaut il est blanc, moi j'aime bien qu'il soit noir. Alors, ici, on va venir ensuite gérer l'échelle. Alors, chose à savoir, c'est qu'on peut désactiver et activer la grille. Par défaut, je l'active toujours.
J'active toujours ma grille. Ensuite, on va prendre une type carré. On peut se mettre en hexagonal, vertical ou horizontal. Personnellement, je ne l'utilise que pour les combats spatiaux dans Starfinder, donc je reste en carré. Par contre, voilà, on est sur les mesures, et là, on est en DD 4e édition, par défaut. Excusez-moi, je peux pas, la 4e édition, c'est pas possible, c'est plus fort que moi. Donc, je vais choisir Pathfinder 3.5 compatible. Et vous pouvez voir que je suis pas allé changer. En premier, mes unités, je les ai laissées en pied. Et pourquoi ? Je vais vous montrer, tout simplement. Imaginons que je fasse le standard, c'est-à-dire 1,5 m par carré, et que je vienne ensuite changer mon type de mesure. Si je prends la 4e édition, techniquement, alors il le fait plus, c'est un bug qu'ils ont réglé, tiens, voilà. Alors je voulais vous montrer une petite astuce, mais du coup ils ont réglé le bug. Donc on va rester là-dessus. Mais techniquement, avant, quand on rentrait la valeur, avant d'avoir changé le type de mesure, la valeur sautait. Ce n'est plus le cas, tant mieux. Je reste sur des cellules, donc des cases de 70 par 70. C'est le mieux. Je me rajoute toujours un petit peu d'opacité, parce que j'aime bien que ma grille soit un peu plus dominante que le reste du dessin. Ça, c'est un choix personnel aussi. Comme j'ai dit, je ne vais pas toucher au brouillard de guerre. Je vais venir sur les pions. Alors, on a paramétré notre page. On a paramétré notre échelle et notre grille. Ça, c'est bon, c'est fait. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. On va les paramétrer les pions. Alors, ils n'ont toujours pas permis, suivant le système, dans ces paramètres-là, de venir choisir quel type de stats on veut faire apparaître dans les barres. Donc, on ne va pas toucher pour l'instant. Moi, la seule chose que j'aime bien, c'est avoir des barres qui chevauchent le jeton et qui ne soient pas au-dessus ou en dessous, parce que généralement, ça a tendance à vite faire des gros pâtés à l'écran. Et une petite barre bien sympa, juste posée sur le jeton, c'est toujours mieux. Donc, je le mets en chevauchement bas. C'est mon choix, encore une fois. Vous pouvez choisir de le mettre en haut ou d'autres façons. Pour moi, c'est le mieux. Ici, c'est le style de barre. Je la garde en normal. On peut la mettre en compact, donc vous aurez juste la barre de couleur qui va apparaître, bleu, vert ou rouge, suivant laquelle vous allez activer. On verra ça tout à l'heure quand on sera dans le réglage des jetons. Ou vous l'avez en normal, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que les chiffres apparaissent à l'intérieur, ce qui est toujours sympa. Alors, ça donne un côté arcade, un côté jeu vidéo. Je sais très bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, mais moi, c'est un truc que j'aime bien. Ensuite, les permissions des joueurs. Alors, par défaut, les joueurs, ils n'ont aucune permission, c'est-à-dire qu'ils ne voient aucune barre, ils ne voient aucune aura et ils ne voient aucun nom. Ce qui est un peu gênant. Alors tout ça c'est paramétrable. Alors seulement le nom, voilà, c'est oui ou non. On peut pas choisir, c'est soit j'affiche le nom, soit je l'affiche pas. J'aime bien que les joueurs puissent voir le nom de leur jeton, éventuellement de leur adversaire, surtout quand je prends la peine de les nommer. Donc je vais cocher ici OK. La barre 1, si je ne m'abuse, c'est la barre verte par défaut. Ça m'intéresse pas qu'elle soit forcément visible. Néanmoins, on va cocher quand même les 3 barres par défaut parce que on peut toujours avoir besoin d'utiliser une barre pour des points de vie temporaires, pour un pool de points, un pool de points de héros, un pool de points de destin, vous pouvez appeler ça un peu comme vous voulez. Donc on peut mettre visible par les éditeurs ou visible par tout le monde. Pour l'instant, je vais laisser en visible par les éditeurs, excepté la barre 3 que je vais mettre en visible par tout le monde, parce que la barre 3, c'est la barre rouge, et c'est la barre que j'utilise par défaut pour les points de vie. Ensuite, pour les auras, je vais cocher les deux, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir afficher différentes auras, notamment quand on a des prêtres qui lancent des bénédictions ou des sorts de zone, comme ça permet toujours de permettre de savoir qui est affecté ou pas par l'effet, tout simplement. Hein. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ces petits défauts, ces petits réglages, excusez-moi, je vais les sauvegarder par défaut, d'où mon petit lapsus. Alors lui, oui, ça va activer. On va aller juste vérifier que c'est bien tout gardé. Ici, on est bien sur du 1,5 m, on est bien sur du Pathfinder, en chevauchement bas. Ok, il nous a tout gardé, c'est parfait. Salut. Alors, ici, je pourrais rajouter le compendium. On va pas faire ça, c'est vraiment des options supplémentaires. Le but, c'est de pouvoir voir comment on peut utiliser Roll20 sans avoir un compte pro ou un compte plus. Donc là, vous voyez, oui, effectivement, là, ici, je pourrais venir paramétrer mes barres.
mais je vais vous montrer comment le faire de manière générique et pas seulement depuis Pathfinder. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais revenir sur ma page et je vais pouvoir enfin cliquer sur lancer la partie. Ce qui va me permettre là de rentrer dans ma game totale. Alors voilà, ça se présente comme ça, on vient de rentrer dans la game. Et puis la première chose que j'ai, c'est mon tableau blanc de 25 cases sur 25 cases. Point barre. Voilà. Alors, moi ce que je fais en premier, je fais toujours, ma première page, c'est toujours une page que j'appelle une page générique. C'est-à-dire sur une page sur laquelle je vais mettre une illustration qui va souvent donner le ton de la campagne et qui va permettre éventuellement aussi de présenter les personnages, de faire vraiment un petit générique avec tel personnage. Alors je vais faire vite et je vais aller utiliser des éléments qui sont déjà dans ma bibliothèque, histoire d'aller un peu plus rapidement. Et je vais mettre... Ouais, j'ai pas mal d'images, j'ai pas quelque chose qui correspond vite fait, qui pourrait être sympa. Ouais, c'est des images avec des droits. Bon, vous m'en voulez pas, Paizo. Alors, erreur. Voilà quelque chose qu'il ne faut pas faire. J'ai droppé mon image. J'ai pas vérifié sur quel layers j'étais. Alors voilà, ça me permet de revenir un peu en arrière parce que je suis allé un peu trop vite. Quand vous arrivez sur Roll20, dans la partie quand elle est créée par défaut, votre layer, c'est le layer des objets et des pions. Et par défaut, la plupart des images condensées ou que vous allez importer, il va essayer de les régler à un format jeton. C'est-à-dire qu'il va vous le mettre en 1 sur 1 ou en 2 sur 2 dans ce genre de format-là. En l'occurrence, nous, on veut vraiment que ça soit un background ou une carte. Et donc, on choisit bien le layer background ou carte. Et là, cette fois-ci, je vais dropper mon image. Encore une fois, excusez-moi Paizo, c'est celle que j'ai trouvé le plus simple à mettre. Donc j'ai mis mon image, je vais la redimensionner tout de suite à la main comme ça. J'essaye d'étirer au maximum du bord. Pourquoi? Parce que j'ai pas spécialement envie de m'embêter à aller calculer si ou de donner des valeurs à la main. Je préfère compter ensuite les cases qu'il faut enlever. Là, on est sur du 25 sur 20. Donc je vais venir ici. Donc ici, c'est le petit onglet qui va pouvoir naviguer, vous permettre de naviguer entre toutes les cartes et surtout d'en créer des nouvelles. Et on va pouvoir avoir accédé, on peut les supprimer, mais on peut surtout accéder aux paramètres. Et donc ici, dans mes paramètres, je vais venir réduire la hauteur de mon image de 5 cases. Ce qui devrait normalement... Ah, non, j'étais pas bon. J'en avais encore 3 de plus. Voilà. Alors bien sûr, je pourrais les régler à la main. Hein. Il serait simple pour moi de venir voir la valeur. Un clic droit ici, avancer, assigner dimension. Et si je me mets en unité, donc en case, je vois que je suis en 25 sur 17 et j'aurais pu le corriger tout simplement plus rapidement sans avoir à le faire à la tête. Donc on a notre image, une petite image d'illustration pour donner le ton de la campagne. On va retirer la grille. Voilà. Et donc on a une première image qui est une image de présentation qui va nous donner un petit peu le ton de la campagne, ou du moins le ton du scénario. Donc on sait que c'est de l'exploration, etc. Donc là, malheureusement, j'avais pas d'image qui correspondait à mon petit scénario. Donc je répète le petit scénario que je vais mettre en place là vite fait sur 3 cartes, avec 3 scènes différentes. Les aventuriers arrivent dans un village de gnomes. Les gnomes leur demandent d'enquêter sur les mineurs nains qui ne livrent pas le métal depuis quelque temps. Et une fois arrivés au campement nain, nos aventuriers vont se rendre compte que les nains ont disparu et vont donc explorer les mines. Donc là, j'aimerais vraiment juste... Je reviens juste sur l'image, là, elle n'a rien à voir avec ce scénario, bien sûr. Elle est juste là pour vous montrer comment je procède, moi. Donc je commence toujours par procéder avec une première carte que j'appelle générique, sur laquelle ensuite je viendrai mettre les illustrations des personnages qui participent au scénario, ce qui donne toujours une ambiance et qui permet d'avoir un petit peu aussi une image de transition, une carte de transition quand vous passez de l'un à l'autre ou que vous êtes en train d'arranger 2-3 pions sur une carte ou un problème d'éclairage. Ça permet toujours aux joueurs d'avoir quelque chose à l'écran et pas forcément ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Voilà. Alors ensuite, je vais créer ma deuxième carte.
Donc ça, c'était la première, c'était la générique. Je vais créer une deuxième carte, et cette deuxième carte, elle va me servir qu'à une seule chose. Je vais la renommer token, et elle va me servir simplement à gérer les tokens. Alors, les tokens, c'est bien. Les tokens, c'est mieux quand on a des personnages. On est d'accord. Donc, je vais garder pour l'instant, puisque je n'ai pas créé de personnage, juste ce tableau token vide. Il va me servir, moi, à venir régler mes tokens plus tard, une fois que j'aurai mis mes maps. On va continuer avec les maps. Et donc, je vais faire la première map, qui va être le village gnome. Voilà. Je l'ai renommé. Je sélectionne. Alors, petite astuce aussi, vous voyez qu'ici, il y a un signet. Salut Julien. Les nains sont bourrés. C'est sûrement pour ça d'ailleurs, effectivement, qu'ils livrent plus le métal. Ils ont dû aller plutôt à la brasserie du coin et ont oublié leur job. Donc vous voyez qu'il y a un petit signet player. Ce signet va vous permettre en fait de faire naviguer vos joueurs à travers des cartes. Hein, pour ceux qui se posaient la question. Voilà. Donc j'ai créé ma carte village gnome. Je vais revenir dessus. Et je vais aller poser une carte. Alors pour l'exemple, pour mes 3 exemples, là je vais utiliser les cartes de The Mad Cartographer. Alors je vais le noter dans le chat parce que ça peut peut-être servir à certaines personnes. Alors je vais le noter dans le chat parce que ça peut... Voilà. The Mad Cartographer. Alors vous le trouvez sur Patreon, excusez-moi. Et régulièrement il propose des cartes gratuites en fait. Donc c'est toujours sympa. Alors son Patreon n'est pas très cher, avec il est très régulièrement nourri hein, en cartes, mais régulièrement, je crois que c'est une fois par mois, je veux pas dire de bêtises, régulièrement il propose des cartes gratuites et c'est celle-là que je vais utiliser. Comme ça permettra à tout le monde si quelqu'un veut reproduire la partie ou le petit scénario, voilà. Donc pour éviter des désagréments dus à ma connexion, moi j'ai préchargé les cartes dans ma bibliothèque, hein. Mais vous pouvez les drag and drop directement depuis votre dossier, hein. Donc moi je vais faire ça, ça va me permettre voilà, de les charger beaucoup plus rapidement et puis de venir les talonner. Donc j'étais bien sur le layers de la carte, je vais aller chercher mon petit coin là, c'est une carte carrée, je vais la mettre en 25-25 si j'arrive à tirer jusqu'au bout, super, voilà. Donc là j'ai ma carte, elle est en 25-25. Une jolie petite carte avec le petit village gnome dans la forêt, hein, avec les maisons dans les arbres, les petites passerelles pour passer, les petites tentes pour faire le marché et venir accueillir un peu toutes les races du coin qui viennent vendre un peu leur artisanat de manière à échanger avec les gnomes. Donc voilà, donc on a un cadre sympa déjà pour que nos joueurs rencontrent nos gnomes. Je trouve ça plutôt pas mal. Avec un petit feu de camp et tout ça, une bonne ambiance, voilà, c'est pas sombre, au contraire, c'est assez frais comme on dit. Et je vais passer, maintenant que j'ai mis ma petite carte, qui va être ma carte d'introduction, là où on va rencontrer les PNJ, là où la mission sera donnée. Je vais aller créer ma seconde carte, qui va être donc le campement des mineurs. Voilà. Alors, je passe sur mon campement des mineurs. Alors là aussi, j'ai préparé mes cartes à l'avance. Donc, je vais aller simplement drag and drop ma carte du Mad Cartographer. Patreon, n'oubliez pas. Merci pour lui parce qu'il fait vraiment un super job et c'est vraiment cool. Son initiative est cool. On va les tirer jusqu'à ce qu'elle fasse 25 de large. Et puis, on va la réduire ensuite. On est ici. Alors, on va être à peu près vers là. Ah, j'en étais encore à une de trop. Voilà. Donc j'ai redimensionné ma carte, j'ai pas de bord, j'aime pas avoir des bords noirs. Je sais qu'il y a des DMJ qui utilisent les bords noirs notamment pour mettre leurs jetons, pour préparer leurs jetons à l'avance et justement les drag and drop comme ça sur la carte. L'astuce que je vais vous montrer moi, justement, la façon dont je vais vous montrer moi, c'est de gagner du temps. C'est-à-dire je prépare d'abord mes maps, je pose mes maps, ensuite je vais aller gérer mes jetons, et une fois que j'aurai mes tokens, mes jetons qui seront prêts, je pourrai les drag and drop easy peasy depuis le journal de personnages directement sur la map, et tous les jetons seront identiques.
Ce qui évite justement un travail de préparation super long, carte par carte, à chaque fois aller mettre les jetons, les préparer, les régler, mettre bien les points de vie et tout, etc. Là, on va être beaucoup plus bien. Beaucoup mieux, excusez-moi, beaucoup plus bien. Oh là là, c'est la fatigue, je suis désolé. Je fais un peu de sport et j'ai le coup de barre qui arrive, mais je vais me ressaisir, vous inquiétez pas. Donc on peut voir un petit camp de mineurs, un petit sympa, hein, avec tout ce qu'il faut, le petit rail avec les wagons, les tentes, le préfa pour mettre le métal, tout ça, tout ça. On a l'ambiance qui est pas trop mal. On va aller faire notre troisième carte, et qui sera donc cette fois-ci la mine elle-même. Voilà. Oh, j'aime pas. Je suis désolé, je suis tatillon là-dessus. Voilà. La mine. Et puis donc là aussi, c'est pareil, hein, j'ai préparé mes cartes à l'avance. Mais n'oubliez pas, vous pouvez drag and drop directement depuis vos fichiers sur votre PC. Ah aussi, on va les tirer. On va être sur du 25-17 aussi. Et voilà. Alors même si c'est une carte obscure à l'intérieur, de nuit et tout, etc. Je vais pas m'amuser ce soir pour le stream là, je vais pas m'amuser à mettre les lumières dynamiques et à commencer à faire mumuse avec des spots et des choses comme ça. Je réserve ça pour un autre tuto. Je prendrai bien le temps un peu d'expliquer ce qu'on peut faire avec les lumières dynamiques. Enfin, du moins, ce que moi j'arrive à faire avec les lumières dynamiques, hein, bien sûr. Donc voilà, donc là, on a notre map avec la mine. Hein. On voit bien que notre petit rail de la map extérieure nous emmène ici avec tout un petit cheminement. À nos joueurs ensuite de faire l'enquête pendant le scénario. Nous, ce qu'on voulait, c'était préparer nos cartes. Donc on a bien notre carte générique. Alors ouais, je vais essayer de trouver une image qui colle mieux. On va garder celle-là. Allez, j'ai pas envie de perdre du temps à ça. Donc on a notre petit générique sympa. On a nos 3 cartes qui nous attendent. Et puis on a notre planche de token pour l'instant qui est vide. Donc, étape suivante, je vais commencer par créer un personnage. Alors, en début de stream, j'ai bien montré que j'avais choisi comme type de jeu Pathfinder. Dans un but précis, c'est que Pathfinder propose sur Roll20 une fiche qui a un caractère Mancer. C'est pas faux que Vartanis, merci de faire la référence au stream de Starfinder d'il y a 2 semaines. Donc, on va juste lui donner un nom un peu con, test perso. Hein, on va aller assez vite. Donc, je valide. Alors là, j'ai un onglet bio-info pour l'instant qui est vide. Hein, j'irai le remplir après, plus tard. L'onglet qui m'intéresse, c'est celui-là, le caractère sheet. Et on voit que tout de suite, quand on l'utilise, on a le caractère Mancer qui s'affiche. On clique dessus et on va rentrer tout de suite dans la création de personnage. Voilà, rien de plus simple. On y va. Next. Choisir. Je vais prendre de l'héroïque 2d6 plus 6 parce que c'est ce que j'adore. C'est ce que j'aime bien. Et puis on va les lancer. Allez, on a nos valeurs. Elles sont là. Elles sont pas terribles. On va faire un gros sac. On va faire un gros costaud. Un guerrier. Standard. On va lui mettre un 11 en dex. 17 en force, un 13 en constitution, histoire qu'il ait un minimum de points de vie. Intelligence, pas son truc, on va lui mettre 9. La sagesse, un minimum, histoire d'avoir des perceptions, 11. Et puis au niveau du charisme, c'est un bœuf, il est là pour taper, il n'est pas là pour parler, donc on va lui mettre 8. Ok, on a nos valeurs, elles sont faites. Étape suivante, choisir. Tiens, non, on va pas prendre un nain, c'est pas drôle. On va prendre on va prendre un humain, tiens. On va prendre un humain. Je peux choisir une carac à monter à 2. Je trouve qu'il a une dextérité qui est légère. J'aimerais bien qu'il soit un petit peu souple quand même, de manière à avoir de l'esquive et de la classe d'armure. Donc je vais décider de lui mettre un plus 2 en dex. Et puis comme Fitz, comme don, on va aller choisir un truc... Tu vois, on va lui prendre un power attack. C'est un guerrier, il va falloir qu'il frappe fort. Donc on va lui prendre attaque en puissance. Et puis voilà. Donc le but là, c'est pareil, on va pas s'attarder sur la création du personnage. Alors c'est intéressant que vous puissiez voir comment ça se passe un peu si vous voulez utiliser le système Pathfinder. L'intérêt surtout, c'est qu'on crée rapidement un personnage pour que je vous montre comment on peut régler un jeton et ensuite
le drag and drop sur plusieurs maps, de manière à ce qu'ils soient toujours identiques. Classe de prédilection, bah oui, ça sera celle-là, et on va aller choisir des points de vie supplémentaires à chaque niveau. On va lui mettre un alignement neutre, un mercenaire de base qui pense à lui, qui veut juste ramener du pognon. On va aller tirer son argent, même si ça n'aura pas trop d'incidence. Et puis en bonus feat de guerrier, donc en don bonus de guerrier, on va aller prendre enchaînement. On a attaque rapide, on a attaque en puissance, on va prendre enchaînement derrière. Comme ça, dès le début, on va un peu calmer tout ça. Je continue. Alors, j'ai 2 pauvres points de compétence à mettre. On va les mettre en escalade. Et puis intimidation. Tiens, voilà. Ça me semble pas mal. Une fois qu'on a fait ça, je dois choisir mon don de niveau 1. Et je vais aller chercher Weapon Focus, donc arme de prédilection. Que je mettrai sur une épée longue. Ça sera pas mal du tout. On va faire OK. Mon personnage n'a pas de sort. Non, c'est un guerrier. OK, on a tout vu. Il n'y a rien qui manque. Apply. La fiche est créée. Voilà. On a test perso. Notre guerrier, niveau 1, avec toutes ses caracs, tout qui est précalculé. Alors les distances sont en fit forcément, hein, on est sur la version anglaise par défaut, mais bon ça après c'est un détail. Donc on a notre personnage qui est créé. Maintenant on va pouvoir créer notre jeton. Alors pour créer notre jeton, je vais aller chercher des jetons. Alors dans les free assets, c'est des jetons qui sont offerts tout simplement quand on a un abonnement Roll20, mais c'est des jetons que vous pouvez trouver par pack pour pas grand chose. Ça aussi, je ferai sûrement un tuto pour expliquer comment fabriquer rapidement un jeton. Pourquoi pas de nain, Telcrin? Pourquoi pas de nain? Parce que le scénario veut qu'on enquête sur la disparition de nains. Donc c'est intéressant si on crée pas tout de suite un nain, et ça peut être d'autant plus intéressant pour les interactions s'il n'y a pas de nain dans le groupe. Alors, on va aller prendre notre soldat. On va lui prendre quoi? On avait dit qu'on lui mettait une épée. Ouais. On va pas quelque chose de mieux? Pouf, allez, je m'en fous. On prend lui. Voilà, on a notre token. On va pas perdre son temps à mettre notre token. Et voilà. Erreur. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Toujours vérifier le layers. Alors, c'était pour voir si vous étiez en train de suivre. Hop, je me mets bien sur le layers, token et pion. Et cette fois-ci, je vais redrop mon token. Et il va avoir une taille normale de token. Alors, ma planche à token, elle n'a pas besoin d'être aussi grande, je vous l'accorde. Je vais la réduire. On va la mettre en 10/10. Dans un premier temps, ça devrait largement s'en suffire. Voilà. Donc, on a notre premier token qui est ici. Je vais cliquer sur le token et je vais aller ouvrir les paramètres du token. Ça va m'ouvrir une fenêtre donc, dans laquelle je vais pouvoir aller chercher pas mal d'informations. Et la première va être quel personnage représente ce token? Eh bien, il représente mon super guerrier test perso que je viens de créer. Alors, oui. Je veux que tu affiches son nom, donc je vais cliquer. Et ici, vu que c'est un guerrier, il aura simplement sa barre de vie. Rappelez-vous, j'avais dit que c'était la barre 3 qui était en rouge. Je vais taper HP. Alors vous pouvez vous amuser à faire défiler la liste entière des attributs et des stats que regroupe la fiche. Hein. Mais la plupart du temps, dites-vous que c'est HP ou hit point ou PV. Mais c'est vraiment très rare et c'est seulement sur les fiches françaises. Et encore même sur les fiches françaises de type Hawkmoon ou quoi que ce soit, c'est le terme HP qui revient pour les points de vie. Donc, on met du HP. On est bien là. On est plutôt pas mal. On a notre personnage là. On a ses points de vie, on a son nom. On va cliquer. Et là, on voit, ben voilà, ça y est, mon token, il est prêt. Il est ici, il est propre, il est beau. Oui, mais il est ici. Est-ce que je fais un CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V pour aller le coller sur chaque... Non. Non. On va faire ça. On va aller sur la première map. Je vais ouvrir mon journal de personnage. Et puis, je vais faire ça. Hey! Il s'est passé un truc, là. Ça marche pas. Ah, le type, depuis tout à l'heure, il nous fait son stream. Il nous dit...
Ah, tu drag and drop depuis ta fiche de perso ton token, et ton token il est préparé comme celui que tu as préparé sur ta planche token. Bah oui, mais forcément il y a une petite astuce avant. La petite astuce, sélectionnez le token, vous allez chercher le personnage, et cette fois-ci on va aller dans Edit ici. Et on va lui dire utiliser par défaut le token sélectionné. Et là maintenant, magie de la magie, je retourne sur ma map, je fais mon drag and drop, et voilà, là j'ai mon jeton qui s'affiche avec ses points de vie, avec son nom, avec tout. Ok. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, ben, hop, voilà, ça se fait automatiquement sur toutes les cartes. Et imaginons ici que ben, notre guerrier il est combattu et qu'il soit pris un petit coup qui lui ait fait perdre 4 points de vie. Donc je sélectionne mon token, hein, je choisis le rond rouge pour la barre rouge, je tape -4 parce qu'il a perdu 4 points de vie. Et puis ensuite, il va rentrer dans les mines. Ben, il rentre dans les mines. Et hop, regardez, les points de vie sont à jour. On peut le voir ici. Il a gardé les points de vie que j'avais manqué. Et ça va marcher par tour. C'est-à-dire que si je reviens ici, que je regarde ici, voilà, mon token, là, mon token générique pour toute ma partie, il a gardé les points de vie. Donc si je lui rajoute les 4 points de vie qu'il a perdus, ici, on pourra aller vérifier que sur toutes les maps, eh ben, il aura récupéré ses points de vie. Donc voilà, donc là je vous ai montré comment préparer des cartes et des tokens à l'avance de manière à n'avoir juste à les drag and drop. Donc oui, je pourrais m'amuser à créer les 4-5 personnages du groupe et aller les répartir directement sur chaque carte les uns après les autres comme ça. C'est pas le but, hein. Le but, c'est de vous montrer un peu comment faire rapidement des tokens et les préparer. On peut aller chercher, par exemple, des tokens de monstres, parce que dans notre mine, il va y avoir des monstres. Et tiens, on veut des kobolds. On va mettre des kobolds. Voilà. Kobold, on va prendre celui-là, ça suffira amplement. Et puis on va prendre celui-là. Voilà, on va prendre 2 types de kobolds. On va vite venir les paramétrer ici. On va leur donner un nom. Kobold 1. Alors oui, là, vous remarquerez que je vous montre comment préparer des jetons relativement très rapidement, sans avoir à créer les fiches de PNG avant, notamment si vous avez les bouquins, etc. standard. Donc je vais faire des petits kobolds avec du 8 points de vie. Voilà, donc juste à mettre directement la valeur. Et puis je valide. Ah, mon token est prêt. C'est parfait. Je vais faire celui-là. On va faire la même chose. Kobold 2. On va afficher le nom. On va lui mettre, allez, celui-ci il est un peu plus costaud, on va lui mettre 10 aspects. Voilà, ok, j'ai mes 2 kobolds. Alors là, par contre, je vais fonctionner en copier-coller. Et ce qui va être bien, et vous allez voir la différence avec le reste. Alors non, je vais mettre des kobolds surtout à l'entrée, voilà. On va mettre les 2 petits kobolds qui ont combattu ici. Hop. Voilà. Notre guerrière. Ok. Et donc notre guerrière, elle a affronté les kobolds. Elle a fini par en finir avec eux et à les détruire. Hop. Donc on va leur remettre 0 HP. Le petit symbole mort. Ok, eux ils sont morts. Vous avez vu que j'ai fait un copier-coller. Regardez la différence avec le jeton que j'ai préparé tout à l'heure. Hop. Je viens de refaire mon copier-coller, sauf que cette fois-ci, ben, les kobolds, ils ont récupéré toute leur vie et ils sont fin gaillards. D'accord? Et si on revient sur la map précédente, on voit bien que eux sont toujours morts. Donc pourquoi fonctionner comme ça? Pourquoi je fonctionne comme ça? Principalement pour les créatures et les PNJ. Pour une chose qui est simple, c'est que généralement, les créatures et les PNJ vont revenir. Souvent, je veux dire, quand vous êtes en train d'explorer, là par exemple, les mines, on sait très bien qu'il y aura sûrement plus d'une rencontre qui va se faire, plus d'un combat qui va se faire dans ces mines, sûrement contre bien plus que 1 ou 2 kobolds.
Mais j'ai pas envie, moi, s'il y a 10 kobolds, de créer 10 fiches de kobolds. Même si je pourrais en créer une et faire un duplicate, je vais me retrouver ici avec kobold 1, kobold 2, kobold 3, kobold 4 et un nombre infinissable de kobolds. Alors, pourquoi pas le faire? Je sais très bien qu'il y a des maîtres du jeu qui le font. Moi-même, au départ, je le faisais pensant que ça aurait un réel intérêt. Ça peut en avoir un si on veut avoir vraiment un tracking ennemi par ennemi avec des influences sur les jets de caractéristiques, etc., etc. Ou si parce qu'on a des PNJ qui vont revenir plus tard et qui ne vont pas mourir. Là, en l'occurrence, on parle vraiment de PNJ standard, de gobelins, de kobolds, de monstres qu'on va attaquer et qu'on va combattre plusieurs fois dans une partie sans que ça soit pour autant le même individu. On ne parle pas d'un boss qui va revenir. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus simple de faire ça. Par contre, pour des créatures. Après, j'aurai ma fiche de... Je peux très bien là créer ma fiche de kobold, mais j'en aurai qu'une. J'en aurai qu'une. Et elle me suffira, parfaitement pour faire ce que je veux. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir les statistiques de 12 kobolds différents. Surtout s'il n'y a que les points de vie qui changent, autant aller directement changer les points de vie sur le token. L'autre avantage, c'est que voilà, j'ai mis mes 2 premiers kobolds. Et je sais très bien qu'ils vont en affronter d'autres dans la mine. Donc je vais peut-être commencer par enlever les chiffres. Hein, comme ça, on va juste leur mettre le nom kobold dessus. Hein. On va juste leur mettre le nom kobold dessus, ça sera plus générique. Et là, donc, une fois que j'ai posé mes 2 kobolds, hein, je fais un copier-coller, puis je vais pouvoir aller les mettre autre part. En mettre ici, et puis en mettre peut-être qui garde ici. Voilà. Alors je vais bien les centrer ici. Et puis celui qui est... Les 2 qui sont ici, voilà, on va les retourner un peu pour qu'ils fassent face à ce qui arrive. Voilà. On a nos kobolds qui sont prêts. Si sur celui-là, je fais perdre 2 points de vie, il n'y a que lui qui perd 2 points de vie. Les autres n'en ont pas perdu. Donc, contrairement à des joueurs, j'ai gagné beaucoup plus de temps en prenant un jeton, en lui donnant juste des valeurs comme ça à la main, sans m'embêter à faire une fiche. Et pas forcément à le lier à une fiche de personnage. Je gagne beaucoup plus de temps. Je suis plus flexible si je veux rajouter des monstres, si je veux en enlever et tout, etc. C'est beaucoup plus simple que pour les personnages. Voilà, donc là je vous ai montré quelques petites astuces qui sont sympas. Alors pareil, si on veut aller chipoter un petit peu, je pourrais vous montrer comment régler la vision dynamique pour chaque jeton et que ça soit valable dans chaque carte. Alors c'est pareil, hein. Il suffit d'aller sur la planche de jetons, de sélectionner le bon jeton. Et ici, dans l'éclairage dynamique, les réglages qui seront mis ici, qui seront sauvegardés ici, seront valables pour le jeton sur toute la partie, sur n'importe quelle map, même si vous les rajoutez après. D'accord? Donc là, après avoir fait ça, je peux rajouter le nombre de maps que je veux. À chaque fois que je vais drag and drop mon test perso, le jeton reviendra avec ses points de vie actuels, son réglage de lumière, s'il y a un réglage de lumière, etc., etc. Voilà. Alors après, je pourrais vous montrer comment habiller, mais ça c'est relativement simple, hein. Imaginons que par exemple j'ai besoin d'un coffre. Je me mets donc dans l'onglet librairie, et puis je vais taper coffre. Alors par contre, les recherches, faites-les en anglais, sinon vous aurez aucun résultat. Et puis, j'aime bien celui-là, tiens. Voilà, on va aller mettre un petit coffre ici, histoire d'habiller un petit peu mon marché. C'est un marché, donc on va peut-être trouver des choses en rapport avec le marché. Donc je peux taper par exemple market. Alors des fois il prend des termes génériques et il vous donne un ensemble de assortiments. Alors sur la première partie, la partie blanche, c'est toujours ce que vous possédez dans votre propre bibliothèque. Ce qui est en jaune, c'est ce que les gens proposent à acheter. Donc là c'est votre choix. Et ensuite on a tout ce qu'on peut trouver sur le web et qui est assez gratuit. Et on voit quand même qu'on a pas mal de choix et que je vais pouvoir habiller, pas mal habiller ma petite scène là. Voilà, on va aller mettre un petit étal de fruits et légumes par ici. Hop. Voilà. Alors si je veux ne pas être
Là, vous voyez que je suis contraint quand même par la grille. C'est-à-dire que je peux pas mettre les tirer comme je veux. Si je veux faire une petite valeur, il va forcément se réduire pour rentrer dans des cases, que ce soit en diagonale ou autre. Pareil pour le placement. Je peux pas le placer. Par exemple, là, à cheval sur cette case-là, il voudra pas. Il va forcément me le déplacer sur l'emplacement de deux cases le plus proche et le plus libre. Si je veux que ça ne soit pas le cas, je fais avancer et je fais éteindre dessin. Et là, je vais pouvoir le mettre n'importe où, peu importe. Et surtout, je vais pouvoir lui donner vraiment la taille que je veux. Voilà. J'ai mon petit étal de fruits ici qui est pas mal. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Oh, c'est peu trop. Tiens, un petit étal d'armes par ici. Il y a un forgeron là qui est venu vendre un peu, nous présenter un petit peu ses armes. Voilà. Donc on va orienter un petit peu, voilà, pour que ça fasse un peu plus stand peut-être. Voilà. On peut rajouter d'autres choses, hein. En vrai, voilà, j'ai des tentes, j'ai des chariots. Si vous voulez, je mets un chariot ici. On va mettre un chariot avec. En plus, je pense qu'il y a du vin dessus. Ouais. Un peu grand le chariot là, hein. Hop, on va le réduire. Ah, c'est déjà un peu plus crédible. Un petit chariot qui est ici. Voilà. Donc voilà, on peut habiller de toutes sortes de manières les cartes, hein. Il suffit un peu de taper les bons mots dans les bons mots en anglais, hein, j'entends bien. Alors bien sûr, vous pouvez faire des recherches directement dans Google, aller chercher des images, vous amuser avec Paint 3D, aller détourer ou quoi que ce soit. Ça, c'est chacun fait à son envie. Le campement, je vais rien toucher. Je trouve qu'il est plutôt pas mal décoré comme ça. Le maître cartographeur a fait un bon taf dessus, donc tant qu'à faire, on va utiliser la map au maximum comme elle est. Et puis là, par contre, dans les mines, bah oui, j'aimerais bien rajouter des choses. Donc on va voir si on peut rajouter par exemple des barils. Est-ce qu'on a des barils? Bah voilà, ouais, les barils, c'est sympa là. On a même des barils éclatés. Tiens, on va mettre un petit baril éclaté par ici, histoire de dire. Là, on a carrément une rangée de tonneaux. On va mettre là sur le mur du fond, là. C'est pas mal ça, ici, là. Une petite rangée de tonneaux par ici. Voilà. Alors, je vais le mettre en dessin. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le placer un peu plus comme je veux, l'orienter un tout petit peu. Voilà. Alors, tout de suite, vous avez vu, j'ai rajouté que deux éléments, hein. Mais ça donne un petit peu plus de cachet à la carte. On avait un tonneau un peu dans le même style qu'on pourrait mettre par ici, là, à côté de celui qui a éclaté. On n'a pas plutôt... Ah si, on a un tonneau comme ça sur le vue du dessus, c'est pas trop mal. Voilà, est-ce qu'on pourrait trouver un wagon? Oh, la dyslexie du clavier. Je suis pas sûr qu'on trouve quelque chose qui ressemble à un wagon de mine par ici. Alors, est-ce que si on tape mine wagon, est-ce qu'on va trouver quelque chose? On trouve des mines. Eh ouais, on a un petit wagon là ici. Hop, un petit wagon, sympa. Alors c'est pareil, on voit bien que il va pas vouloir se mettre entièrement. Voilà, on a notre petit wagon. Alors là, c'est un objet. Tout ce que je viens de poser, je les ai posés comme des objets. C'est-à-dire que techniquement sur la carte, je peux les faire disparaître et revenir à volonté. Et les joueurs, vous pouvez leur donner le contrôle pour qu'ils interagissent, etc., etc. Si vous voulez que ça reste des éléments que vous ne risquez pas de déplacer, par exemple là je veux sélectionner... Ah mince, j'ai sélectionné le wagon avec. Si je veux que le wagon il reste vraiment sur le décor, je peux le passer en couche décor ici en faisant un clic droit, couche de la carte. Là, si je sélectionne mes deux jetons, j'ai que ceux-là qui se déplacent. Par contre, pour de nouveau sélectionner mon wagon, il faudra que je revienne ici sur le layers de la carte. Alors il faut jouer avec les layers. Alors oui, moi j'ai des layers supplémentaires, hein. Il y a les layers du dynamique, le layers de la couche MJ, c'est pour cacher des choses.
Ça, j'y reviendrai après. Le but là, ce soir, le petit stream de ce soir là, c'était de montrer comment faire une carte assez rapidement avec un scénario assez court, 3 scènes, 3 cartes. Vous montrer comment créer des jetons et comment les régler, surtout les jetons joueurs, de manière à pouvoir les drag and drop d'une carte sur l'autre, parce que c'est ceux-là que vous allez drag and drop le plus souvent dans une partie. Et puis montrer quelques astuces pour les petits jetons de créatures. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de trop se casser la tête. Pour les créatures. Parfois, il suffit d'avoir juste indiqué les points de vie. Si vous avez les stats sur une feuille de papier à côté de vous ou dans un bouquin, ça fait souvent largement le boulot et ça suffit bien. Donc voilà, on a nos petites cartes. Vous avez vu comment ça se passait. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. On pourrait terminer comment? On pourrait terminer en mettant une petite musique, etc. Mais pour le coup, je suis pas allé checker ce qu'il y avait comme musique dans le tabletop de Roll20 pour voir s'il y avait quelque chose qui collait avec. Donc voilà. Donc, si je vais quand même revenir sur cet onglet-là. Donc ça, c'est le signet joueur. Donc c'est ce que voient les joueurs. Donc là, depuis tout à l'heure, si j'avais un joueur qui était connecté, eh ben, il n'a vu que ça. Si je veux les transporter, j'ai juste à bouger le signet et mes joueurs voient ça. D'accord? Pour que vous voyez bien la différence, je vais vous montrer quelque chose. Moi, j'ai bien mis les joueurs sur le village gnome, mais je suis en train de travailler sur la mine. Ok? Et ici, j'ai la possibilité, en tant que maître du jeu, dans les paramètres tout en haut, de pouvoir rejoindre la partie en tant que joueur. De manière à observer et à vérifier ce que peuvent voir mes joueurs. D'ailleurs, sur les cartes où vous voulez vérifier la lumière dynamique par ce biais-là, passez à faire en sorte qu'aucun de vos joueurs ne se connecte par hasard sur la partie, parce que il va voir ce que vous êtes en train de faire. Parce que malheureusement, eh ben, vous voyez, j'ai laissé le signet des joueurs sur le village gnome, donc je ne vois que le village gnome. Et je ne vois pas ce sur quoi moi j'étais en train de travailler, c'est-à-dire la mine. Et inversement, si je suis en train de travailler sur la mine et que, par exemple, je règle un éclairage dynamique et que je désire voir le point de vue des joueurs, je serai obligé de mettre mon signet sur la carte sur laquelle je suis. Et c'est donc là où c'est important que vos joueurs ne soient pas connectés, parce que sinon ils vont voir ce que vous faites. Donc essayez toujours de soit travailler vos cartes au moment où vos joueurs ne risquent pas de se connecter, soit de travailler vos cartes avant de donner l'accès à la partie à vos joueurs, soit vous avez la possibilité, alors avec des scripts API, mais là il faut avoir un compte pro, mais vous avez la possibilité tout simplement à chaque fin de partie de sortir vos joueurs de la game de manière à pouvoir travailler proprement et tranquillement sur votre game et les réinviter seulement au début de la prochaine. Alors, les effets dynamiques, explosion, éclairage dynamique et tout, etc. Je ferai ça effectivement dans un prochain tuto, sûrement la semaine prochaine, je verrai. Sachant que du coup, c'est un tuto qui va quand même ne servir pratiquement qu'aux personnes qui ont un compte plus ou un compte pro. Puisque dans la version standard, la version gratuite de Roll20, il n'y a ni l'éclairage dynamique, ni les petits effets. Alors, je vous montre de quoi Telkrine parle. On va faire une petite explosion de feu, une petite explosion de feu là où il y a le tonneau qui a explosé. Boum, boum, boum. Ok. Bon, ce genre de petit goodies qui est sympa et qui donne de l'effet à l'écran et qui anime un petit peu la partie, ben, c'est le compte pro. Hein. Donc voilà, je vais pas faire la pub pour le compte pro, c'est pas le but. Mais effectivement, Telkrine, j'aborderai ça dans un autre tuto. Parce que ça sera peut-être réservé pour des gens qui soit veulent découvrir le mode pro, soit utilisent le mode pro ou commencent à l'utiliser et sont un peu perdus dans certains des options qu'on peut avoir. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère qu'on va pouvoir relayer le tuto et qu'il sera vu. Je vais le poster sur YouTube, je pense, dans la nuit ou demain. Il sera disponible d'ici la fin de la semaine, ça c'est sûr. Il y aura d'autres tutos à venir. Et puis des parties aussi. J'espère pouvoir bien avancer sur les parties dès 2021.
et proposer beaucoup plus de contenu et faire en sorte que la chaîne s'enrichisse et qu'au fur et à mesure, on ait un peu plus de followers et un peu plus de viewers. Voilà, je vais vous dire bonne soirée. Donc, la plateforme, c'est Roll20. On a utilisé Pathfinder comme système de jeu. Les cartes, mis à part l'illustration de mon générique qui vient de Paizo, excusez-moi encore, la plupart des cartes viennent donc de The Mad Cartographer, qu'on peut retrouver sur Patreon. Donc, je remets son nom dans le chat. The Mad Cartographer. Je vais aussi reculer ma carte de manière à ce que vous puissiez la voir s'afficher directement dans le stream. Voilà, on voit, il y a son petit logo en bas, on le trouve sur Patreon. Tous les mois, il y a des cartes gratuites et puis il propose des packs de cartes et des livraisons de cartes régulièrement pour une somme relativement modique. Voilà, sinon, la musique, c'est Bibi, tout seul avec son ordinateur et puis on va essayer d'enrichir ça aussi et de proposer tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt et puis passez une bonne nuit et de bonnes fêtes.